Ce matin, une frappe israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth, tuant Hassan Bedayer, un membre du Hezbollah, également lié à la force Quds iranienne. Le Hezbollah a promis une réponse, tandis qu'Israël affirme que Bedayer était impliqué dans des préparatifs d'attentats contre des civils. Des images montrent le cadre tué aux côtés de Qassem Soleimani. Le chef d'état-major israélien s'est rendu à la frontière nord et le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a appelé le gouvernement libanais à empêcher les attaques. Israël redoute une réaction militaire, mais aussi des attentats à l'étranger fomentés par le Hamas et d'autres groupes alliés. Pour parler donc de cette situation pour le moins tendue, avec le Hezbollah dans la région de Beyrouth, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jacques Neria. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du profil de Hassan Bedayer? Est-ce qu'il était pour vous une cible d'une portée stratégique si grande que ça justifiait une frappe en plein cœur de Beyrouth? Il est clair que c'était le coordinateur, un des coordinateurs du Hezbollah avec le Hamas. Donc c'était un opérateur qui planifiait des attaques contre des objectifs israéliens en périphérie. C'est-à-dire, je parle périphérie géographique, pas naturellement de la région est de la Méditerranée. Donc chacun peut deviner plus ou moins de quoi il s'agit. Eh bien, c'était des préparatifs qui allaient aboutir et donc l'intervention a été à temps. Alors la frappe de l'armée israélienne a été très ciblée, mais elle intervient dans un quartier très symbolique d'Ahiyeh. Alors est-ce que ça va constituer une rupture avec la retenue qu'on avait depuis octobre vis-à-vis du Liban? Alors pour nous, je pense que quand on emploie le terme de retenue, il faudrait être un peu plus prudent parce que je dirais à chaque occasion qui s'est offerte où le Hezbollah s'est montré une certaine activité, eh bien on a ciblé et les objectifs ont été multiples depuis le début du cessez-le-feu. On parle déjà, je pense, de plus d'une centaine de Hezbollah qui ont été tués. Donc par les frappes israéliennes, Israël est intervenu au nord, au sud, je dirais, et à Beyrouth par 2 fois. Donc ce qui veut dire que la banque de cibles est toujours là. Et elle est là parce que le Hezbollah est encore là. Il n'a pas disparu. 90%, je dirais, de sa présence au sud Liban a été éliminée, mais il est toujours là. Il est toujours là dans les villages, il est toujours là dans certains encampements. Et naturellement, ce qu'il y a de plus intéressant dernièrement, c'est le fait que le Hezbollah est divisé. Il est divisé en deux grands groupes. Le groupe qui prône, l'intégration dans le système politique libanais et de rendre les armes, alors que l'autre partie qui est poussée par les Iraniens parle au contraire de continuer la lutte contre Israël et d'utiliser chaque instant, chaque opportunité qui s'offre pour essayer de rappeler à Israël que le Hezbollah n'a pas disparu. Et la preuve est là, c'est que par 2 fois, donc c'est par des stratagèmes assez comiques, assez primitifs, ils ont tiré des missiles sur Israël pour faire croire que c'était d'autres factions que le Hezbollah, mais Israël ne s'est pas trompé, on sait très bien que c'était le Hezbollah, et cela naturellement pour prouver au public libanais, donc je dirais au public chiite que le Hezbollah est toujours là, pour prouver que le gouvernement libanais est incapable d'accomplir le retrait tellement voulu je dirais par les Libanais d'Israël des frontières libanaises. Donc, et naturellement d'obliger en fin de compte le public libanais à se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre moyen que la résistance entre guillemets contre Israël. Alors l'Hezbollah il promet évidemment une riposte. Vous avez dit que il y a des missiles qui ont été envoyés en faisant semblant qu'il s'agissait d'autres factions. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une riposte beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut s'attendre en fait à une escalade sur le front nord où on va se retrouver dans une situation qui ressemble à celle qu'il y avait avant le cessez-le-feu?
Non. Il n'y a pas de retour au 7 octobre. Dans la frontière nord, le Hezbollah le comprend très bien. Le système libanais a bien digéré la défaite du Hezbollah. Et puis le Hezbollah se rend compte qu'il est isolé. Il est isolé par le simple fait qu'il est face à face avec Israël. Et derrière lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus la Syrie. La Syrie est tombée. Donc le lien avec l'Iran a été coupé. Il n'y a pas de lien territorial entre l'Iran qui faisait transporter la logistique à partir de l'Iran, donc Irak, Syrie, pour le Liban. Naturellement, isolé tel qu'il est, il est obligé d'accepter, je dirais, le verdict de la politique libanaise. Un président libanais a été élu, au contraire, je dirais, en dépit du fait que le Hezbollah avait un autre candidat. Un premier ministre a été nommé en dépit du fait que le Hezbollah avait un autre candidat. Le système bancaire du Hezbollah est en faillite. Il y a plus de 2 millions de clients du Qard el-Hassan, la banque extraterritoriale du Hezbollah, qui n'ont pas les moyens de recouvrer leur argent et leur dépôt. Donc, ce qui veut dire, et en plus, naturellement, le Hezbollah continue à recevoir attaque après attaque. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, que si le Hezbollah avait les moyens d'agir, il aurait agi depuis longtemps, et il ne l'a pas. Et pour la première fois, il reconnaît. Donc, le Hezbollah, depuis 1982, la date de sa fondation, n'a jamais posé la question, ni même s'est entretenu avec quelqu'un du gouvernement libanais pour prendre son avis. Et alors là, on se trouve dans une situation où il dit la responsabilité est sur les épaules du gouvernement libanais et non pas sur Hezbollah. Si jamais le gouvernement libanais ne va pas réussir, alors là, on prendra une décision pour intervenir. C'est un changement, je dirais, stratégique qui se passe aujourd'hui au sein du Hezbollah, et c'est pour cela, comme je l'ai dit, il y a un débat immense qui se déroule aujourd'hui entre ceux qui prônent la continuation de la résistance contre Israël et ceux qui disent, écoutez, très chers amis, rendons les armes et intégrons-nous dans le système libanais. Et alors, évidemment, vous parliez de l'avant 7 octobre. Dans l'avant 7 octobre, il n'y avait pas de scénario possible où l'État libanais en tant que tel s'opposait au Hezbollah parce qu'il n'avait pas suffisamment cette force. Maintenant que le Hezbollah est tellement affaibli, d'un côté, est-ce qu'on voit un renforcement de l'État libanais ? Est-ce que l'État libanais commence à avoir une armée assez puissante pour pouvoir dresser des limites claires au Hezbollah ? Écoutez, il faudrait espérer. Il faudrait espérer que le gouvernement libanais, reformulons. Le gouvernement libanais voudrait effectivement éliminer la présence du Hezbollah militaire, la présence militaire du Hezbollah, et donc que le Hezbollah ne soit pas une autre armée au Liban. Le problème avec le gouvernement libanais, c'est qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, et de plus, il sait très bien que le Hezbollah s'identifie toujours avec au moins un tiers de la population libanaise, la population chiite, de la communauté chiite au Liban, ce qui veut dire que essayer d'agir militairement contre le Hezbollah est quelque chose, je dirais, d'assez improbable. De ce point de vue-là, le gouvernement libanais a toujours voulu que quelqu'un d'autre fasse le travail, que ce soit les Israéliens d'un côté, que les Iraniens de l'autre côté, les Français, les Américains, tous, sauf les Libanais eux-mêmes, pour ne pas créer une situation, je dirais, où on pourrait dégringoler très facilement dans une guerre civile. Merci beaucoup, Dr Jacques Neria. Je rappelle que vous êtes analyste spécial du Moyen-Orient au Centre de Jérusalem pour la sécurité et des affaires étrangères. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Canon Français. Merci à vous et bonne nuit. Bonne soirée.